Bonjour tout le monde, on y va avec les exercices de la section 4.1, puis on va faire aussi 4.2 en même temps, vu que c'est pas mal dans le même devoir. On est en relation avec la première loi de Newton, donc le principe de l'inertie. Numéro 1, quelle est l'orientation de la force qui s'exerce sur les objets suivants? Donc, une balle lancée en l'air ralentit, s'arrête, puis repart en sens inverse. Fait que ça veut dire que si on a une balle qui décrit la trajectoire donc d'un mouvement de projectile, c'est qu'il y a sûrement donc une force qui fait en sorte que tout le long, l'objet va être attiré vers le bas. Parce qu'on avait vu hein, que la vitesse augmentait, ben, la vitesse était donc intense au début, puis diminuait jusqu'à temps d'atteindre une vitesse ici de zéro. Puis ensuite, elle re-augmentait. Fait qu'on a, c'est sûr, une force qui est la force gravitationnelle en pensant qui est exercée vers le bas. Une rondelle de hockey glisse, comme ça, dessiner une rondelle de hockey, sur une patinoire, subit un coup de bâton et change brusquement d'orientation. Fait que ça veut dire qu'on a donné donc une force avec un coup donc de bâton, tiens, force bâton, comme ça, qui s'exerce donc dans une autre direction que son déplacement. Parce que c'est sûr que si on avait une rondelle qui exercerait donc une force dans la même orientation, ben la rondelle irait seulement donc plus vite ou en sens contraire, donc irait moins vite, mais vu que ma rondelle, ben, change brusquement d'orientation, fait que ça veut dire que sa force n'est pas donc dans le même sens que le déplacement. Si un œuf tombe au sol et se casse en deux, fait que dans le fond, j'ai le sol ici, j'ai un objet donc qui descend, donc un œuf, donc de Pâques, qui descend donc sur le sol. Puis, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il casse en deux? C'est que j'imagine que lorsqu'il arrive au sol, il y a la force normale du sol qui va arrêter donc son mouvement, tout dépendant, donc s'il arrive sur la pointe ou bien s'il arrive là, vraiment intensément, bien, c'est clair qu'il va casser. Parce qu'il y a une force qui s'oppose donc à son mouvement qui va arrêter sa chute. On a une voiture qui, en numéro 2 qui se déplace dans le même sens que l'axe des X. Fait qu'on a dessiné là, une belle axe des X. Fait que c'est clair que notre voiture se déplace vers l'axe des X positifs. Puis on nous dit donc sa vitesse décroît régulièrement, donc de façon régulière. Fait que ça veut dire que notre voiture avançait dans le même sens que le déplacement. Fait que s'il ralentit, ben c'est clair qu'on a une force accélératrice qui joue donc en sens, qui s'exerce en sens contraire, ce qui fait en sorte que, ben, c'est sûr, ma voiture va ralentir. Donc, cette force accélératrice-là, ben, c'est sûr qu'elle est constante parce que ça décroît régulièrement. Fait que c'est sûrement pas ici parce que la force n'augmente pas, elle est constante. La force appliquée sur la voiture, donc, diminue pas, donc c'est pas ça, donc c'est pas la force donc qui diminue, ça c'est clair, elle va rester constante. L'accélération de la voiture n'est pas positive, sinon, ben, la vitesse augmenterait. Et c'est sûr que l'accélération est négative parce que ma vitesse, elle décroît. Fait que c'est le numéro D. Fait qu'on va passer, on va s'en aller à 4.2. Loi de l'inertie. On nous dit ici, si on double la masse d'un objet, quel sera l'effet sur son inertie? Bien, ça va doubler aussi, parce que c'est clair que ça va me prendre une force 2 fois plus grande pour mettre un objet en mouvement 2 fois plus gros. Numéro 2, 2 livres sont posés sur une table. La masse de 1, donc la masse, admettons, du premier est de 0,5 et la masse, donc, du deuxième est de 1,5. On veut savoir le rapport entre les masses. Le rapport en mathématiques, là, c'est diviser, donc, la masse des deux objets. Fait que si je fais 1,5 divisé par 0,5, ça va me donner 3. Fait qu'on a une masse, là, finalement, 3 fois plus ou de 1 sur 3. Si vous ne voulez pas vous tromper, ben, tu sais, faites le plus petit objet, 0,5, divisé par le plus gros objet, ça va vous donner un rapport de 1/3. B, quel est le rapport entre les inerties de ces deux livres-là? Bien, il y en a un qui est 3 fois plus gros que l'autre, donc l'inertie devrait être aussi 3 fois plus gros que l'autre, bien que c'est 1 sur 3. On peut mettre un rapport comme ça, là, 1/3. Marie-Lou pousse un panier d'épicerie à vitesse constante dans l'allée du supermarché. Comment Aristote expliquerait-il donc le mouvement de ce panier? Selon Aristote, en passant là, que Aristote, là, c'est faux, là, ça a été démenti par Galilée, bien, lui, il dirait, ben, pour faire avancer donc ton panier, admettons, donc d'épicerie, donc comme ça, ben,
Tu le pousses à vitesse constante. Donc, il va à vitesse constante parce que tu exerces donc une force constante. Si tu arrêtes de forcer dessus, ben, ton panier va arrêter. Mais comment Galilée expliquerait ça? C'est que le panier avance à vitesse constante parce que la force motrice exercée donc par Marie-Lou est en train de compenser donc les autres forces, force de frottement avec le sol, force de frottement donc aussi donc avec les roues. Ce qui fait en sorte que je suis capable d'avancer, de pousser, puis de déplacer mon panier, c'est que Marie-Lou est assez forte pour contrer les forces de frottement. Force de résistance avec l'air aussi, admettons. Ça, c'est pas évident là, à comprendre. C'est tout à coup, les roues avant du panier heurtent un gros contenant, donc de litière pour chat. Bon, on s'en fout, c'est quoi qui heurte, là, mais le panier est en train d'heurter, donc un objet. Fait qu'il avance, puis là, tout à coup, paf! Donc, on tombe, admettons, sur une roche ou sur une boîte ou peu importe. Fait que mon panier, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est clair que les roues avant, ben, vont arrêter. Donc, tu sais, ils vont stopper. Ça, c'est clair. Mais l'arrière du panier, ben lui, il n'a pas ressenti encore donc l'effet du choc. Fait que c'est pourquoi que oups, ça se peut que le panier, là, il monte donc un petit peu donc dans les airs, là. C'est pourquoi, là, quand on est en vélo, admettons, dessin de quelqu'un là, qui est en vélo, comme ça ici, puis qu'on rentre dans un banc de neige, mais qu'est-ce que ça va faire? C'est que le banc de neige va arrêter, donc le vélo, c'est sûr que le cycliste, ben, il va partir là, dans le banc de neige, mais le vélo, là, il va comme vouloir le tourner donc vers le haut. Là. Fait que la roue avant est arrêtée, mais pas la roue arrière. Fait qu'il va y avoir comme une rotation de l'objet là, qui va se faire. Numéro 4, donc là, on va chercher des petites connaissances personnelles. Numéro 4, pourquoi appelle-t-on parfois la première loi de Newton la loi de l'inertie? Parce que cette loi-là de Newton stipule que lorsqu'un objet, donc lorsque finalement donc un objet donc, ne subit aucune force, lorsque la somme de ses forces est égale à zéro, ben cet objet-là veut conserver son état initial. Puis son état initial, ben, c'est qu'il veut, il veut conserver son inertie. En passant, inertie, ça ne veut pas dire de ne pas bouger, là. Ça veut dire qu'il veut conserver son état de repos ou conserver ben, sa vitesse constante. Donc, il veut garder son état d'origine. Numéro 5. Si aucune force n'agit sur un objet en mouvement, que pouvez-vous déduire à propos du mouvement de cet objet? Ben, ça veut dire qu'il va continuer cet objet-là à suivre son mouvement rectiligne uniformément, donc accéléré. Oups, pas accéléré, mais mouvement rectiligne, donc uniforme. Il va garder sa vitesse donc constante tout le long, tout le long. La première loi de Newton stipule qu'aucune force n'est nécessaire pour maintenir un objet en mouvement. En ce cas, pourquoi doit-on pédaler tout le temps de bord pour maintenir une vitesse constante à bicyclette? Parce qu'il faut contrebalancer donc les forces de frottement. Force de résistance de l'air, puis la force de frottement avec le sol, donc admettons, puis la force de frottement des pneus, donc avec la route. Numéro 7, lors d'un impact violent, les passagers d'un véhicule, donc si on est assis donc, dans un petit véhicule, donc comme ça, n'ayant puis il y a un passager qui est assis, n'ayant pas bouclé donc leur ceinture de sécurité, risque d'être éjecté de la voiture en passant au travers du pare-brise. Pour mieux comprendre ce phénomène, décrivez les forces horizontales. Horizontales, là, c'est les forces en X qui s'exercent sur les passagers dans chacun des cas. Fait que si, admettons, les passagers se déplacent en ligne droite à vitesse constante, bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune force qui va s'exercer donc sur eux. Fait que ça veut dire que soit que l'auto n'a pas frappé rien, fait que la vitesse là, du passager va rester donc égale, il n'y a aucune force qui est exercée donc sur lui. B, les passagers se déplacent en ligne droite à vitesse constante, c'est-à-dire avec une accélération positive. Ben, c'est tout simplement que s'il y a une force horizontale qui s'exerce donc sur eux, ben, elle vient des sièges là, qui vont pousser par l'avant. Fait que pourquoi que la personne dans la voiture ben, avance à la même vitesse, puis que tu sais que la force est exercée sur la voiture et non sur les passagers, ben, c'est parce que les passagers là, sont attachés au siège. Fait que le siège, lui, s'en va par là. La personne est assise dans le siège. Fait qu'elle va avancer donc au même rythme que la voiture, puisque le siège est attaché dans la voiture. C.
Les passagers se déplacent en ligne droite à vitesse décroissante, soit avec une accélération négative. Bien, c'est que si, admettons, que notre voiture, elle est arrêtée. Fait que si notre voiture, admettons, donc arrête, ben c'est clair que je vais avoir une force donc en sens contraire, ça c'est sûr. Puis pourquoi que la personne, elle aussi, elle décélérerait? Ben c'est si elle est attachée. Fait que si elle est attachée, elle est attachée au siège. Le siège est dans la voiture, ben, va vraiment donc ralentir, avoir une force de freinage. Fait que c'est sûr que le passager va freiner en même temps que le siège, en même temps que le passager là, qui est attaché dans le siège. Fait que ça va décélérer. Numéro D, les passagers sont retenus par une ceinture de sécurité. Et ils se trouvent dans un véhicule qui s'arrête brusquement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que, oh, on va avoir vraiment un arrêt, paf! Donc, le passager voudrait conserver donc sa vitesse de départ, la voiture aussi, mais la voiture est arrêtée. Fait que c'est clair que la personne, elle voudrait poursuivre vers l'avant comme ça, mais la ceinture va la retenir en même temps là, que la voiture. Fait que ça va comme faire une sensation de le tirer par en arrière. Numéro E, quelle est la conséquence de cette dernière situation sur le mouvement des passagers s'ils sont attachés? Bien, ils vont être arrêtés. Donc, en même temps que la voiture, donc la vitesse va être égale à 0. Vitesse est égale à 0. Les passagers ne sont pas retenus par une ceinture de sécurité et se trouvent dans un véhicule qui s'arrête brusquement. Bien, s'il n'y a pas, admettons, la vitesse de freinage, les passagers ben, vont continuer tout droit, ils vont frapper le pare-brise, donc ils vont à une trop grande vitesse, ils vont défoncer le pare-brise, puis ils vont être éjectés donc de la voiture. Fait qu'il n'y a aucune force horizontale qui s'exerce donc sur eux. Fait qu'eux, ils veulent continuer le mouvement. Continuer le mouvement où ils veulent conserver leur vitesse initiale de départ. Avec un E. L'autre côté, G, quelle est la conséquence de cette dernière situation sur le mouvement? Ben, ça veut dire qu'ils vont poursuivre en ligne droite à vitesse constante, ils vont sortir du véhicule, donc le passager là, va vraiment être éjecté donc, du véhicule jusqu'à temps que, pouf, il rencontre un obstacle ou qu'il serve là, de mouvement de projectile. Donc, il arrive au sol. Numéro 8, en général, un ballon lancé vers le plancher rebondit lorsqu'il frappe le plancher. Une force est-elle nécessaire pour provoquer le rebondissement du ballon? Bien, l'affaire, c'est que si j'ai un ballon là, qui descend comme ça, là, il descend de plus en plus, là, notre ballon, fait que quand il va arriver au sol, ben, il va frapper le sol, fait qu'il va rencontrer la force normale du sol qui va le faire donc changer de direction puis rebondir. Fait que oui, le ballon va revenir en arrière, donc il va changer d'orientation. Le mouvement a été modifié parce qu'il y a eu l'action donc de la force du sol sur le ballon qu'on va appeler plus tard la force normale. Mathieu frappe une rondelle de hockey avec son bâton. La rondelle glisse donc sur une certaine donc, distance parce qu'on a exercé donc une force là, de tir, admettons. Là. Ralentit puis s'immobilise. Comment peut-on concilier donc ce mouvement avec la première loi de Newton? Parce que la première loi de Newton nous dit que si on ne réexerce pas une force, ben cette rondelle-là devrait avancer, 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 avancer à l'infini à vitesse tout le temps égale, tout le temps constante. Ben, pourquoi d'abord que ça diminue? Ben, c'est tout simplement parce que le sol exerce une force de frottement. Donc, puis l'air aussi exerce une force donc de frottement avec l'air, ce qui fait en sorte que, ouais, ma rondelle avance, à un moment donné, là, elle va diminuer de vitesse. Numéro 10, masse et inertie maintenant. Un ours voit une souris et se met à sa poursuite. Fait que là, on a une petite souris, là, que elle, là, elle avance pour échapper à son prédateur comme ça, donc en zigzag, de même. Tac, 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 comme ça. Fait qu'elle, la souris, là, le seul moyen qu'elle a, c'est clair qu'elle ne courra pas en ligne droite. Si elle court en ligne droite, là, l'ours, là, à un moment donné, va prendre l'accélération, il va la rattraper. Fait qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va décider de changer d'orientation. Fait qu'elle, elle change d'orientation, super rapidement. Mais l'ours, là, arrive, lui, pour changer d'orientation. Oh, il glisse. Et boy, c'est dur de l'arrêter. Oh, il glisse. Oh, c'est dur de l'arrêter. Fait qu'il va avoir de la misère, donc, à arrêter. Fait que c'est sûr qu'il va parcourir une plus grosse distance ou c'est va ralentir sa course en voulant changer de direction. C'est pour ça, parce qu'étant donné qu'il est plus lourd, bien, ça va être dur de modifier
son état donc de mouvement. Fait que ça va être dur de changer d'orientation rapidement. Numéro 11, classer les objets suivants de celui qui possède la plus petite inertie, donc petite inertie, jusqu'à la plus grande inertie. On a un renard, un bateau, un atome de carbone, la Voie lactée, un électron, la Terre, une bactérie, donc tout ça. Fait que lui, ben, l'objet qui a la plus petite inertie, c'est elle qui a la plus petite masse, puis l'objet qui a la plus grande inertie, que c'est dur de changer son état de mouvement, ben, c'est un objet qui a une plus grande masse. Fait qu'on va y aller avec quelque chose de vraiment plus petit jusqu'à quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment plus gros. Fait que électron, c'est plus petit qu'un atome. Plus gros qu'un atome, une bactérie. Plus gros qu'une bactérie, un renard. Un renard, c'est plus petit qu'un bateau. Le bateau est plus petit que la Terre. Puis la Voie lactée, ben, c'est vraiment, vraiment plus grand. Donc, ça va avoir une plus grande inertie. Ça va être vraiment plus dur de changer donc son état de repos ou son mouvement de vitesse donc constant. Ça ressemble pas mal à ça. On va se revoir pour la section 4.3. Bon devoir tout le monde.